dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonner l'hymne sacré. À l'occasion de la célébration de ce 56e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est un véritable honneur pour moi d'être sur ce podium afin d'échanger avec vous sur ma vision de développement de la RDC afin de créer des opportunités pour tous les Congolais. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à exprimer ma gratitude au comité d'organisation de cette conférence, et particulièrement au professeur Dave Mwanza et à la communauté congolaise donc, de Houston qui nous accueille et qui sponsorise donc cette rencontre d'aujourd'hui. Et à vous tous, je voudrais dire merci de vous être déplacés pour que nous puissions donc nous rencontrer ce soir. Mes chers compatriotes, le thème de la conférence, je le disais, c'est ma vision du développement de la RDC afin de créer des opportunités pour tous les Congolais, sans exception. Vous pourrez vous rendre compte que ce sujet est très complexe. Donc pour le traiter, je me propose de le disséquer en 3 thématiques. D'abord, je voudrais faire ce qu'on appelle l'état des lieux, l'état de la nation congolaise, 56 ans après l'indépendance de la RDC, où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Après, je vais identifier les défis de développement auxquels le pays doit faire face avant de vous proposer une stratégie spécifique pour accélérer le développement économique et social du pays et créer des conditions de développement durable. Commençons par l'état de la nation congolaise 56 ans après l'indépendance. Le pays se porte très mal, si je dois me résumer ainsi. Quand vous regardez la plupart des indicateurs économiques, sociaux et politiques, ils sont tous au rouge. Le pays traverse aujourd'hui une crise politique sans précédent. Chaque jour qui passe, les Congolais sont massacrés à Beni, à Butembo, ils sont massacrés à Rubero, sur l'ensemble du territoire national. Pendant qu'à Kinshasa, les réunions hebdomadaires du Conseil des ministres, chaque semaine, répètent la même chose. Le pays est calme, la sécurité est partout sur l'ensemble du territoire national. Il y a ce que j'appelle un disconnect entre le discours politique du gouvernement et la vraie situation sur le terrain. Nous savons aussi qu'aujourd'hui, le gouvernement refuse littéralement de donner des moyens à la CENI pour organiser des élections législatives et présidentielles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis 2011, le pays a 2 présidents de la République. Nous avons un président élu d'un côté et nous avons un autre président avec l'armée et tout qui occupe le palais de la nation. La Cour constitutionnelle est inféodée. Sa décision récente de pouvoir dire que le chef de l'État peut rester en fonction jusqu'à ce qu'il voudra organiser donc des élections, c'est une décision anticonstitutionnelle qui viole la Constitution et qui crée même l'instabilité future de ce pays. Nous savons que le mandat des sénateurs a littéralement expiré depuis très longtemps. Mais le Sénat est là. Donc personne ne peut les bouger. La situation générale du pays est si volatile que la grande partie d'entreprises, des grandes entreprises étrangères, telles que Freeport McMoran, une entreprise américaine, ces entreprises sont en train donc de vendre et de partir. On vend à qui? On vend aux Chinois, aux grandes dames des Congolais. Et le gouvernement congolais n'était même pas au courant qu'on a vendu. Que nous avons. On ne doit pas se réjouir, comme le fait le gouvernement de la RDC aujourd'hui, aveuglement de la stabilité du cadre macroéconomique. Si une telle stabilité est assurée comment? Par une cascade donc, des taxes et droits des douanes, mais également, on l'assure en ne payant pas donc, la dette intérieure. Donc, la combinaison de ces taxes qui sont très élevées et du non-paiement donc, de la dette intérieure, en réalité, pour moi, ça pénalise l'économie nationale. Ça freine le développement donc, des entreprises, ça chasse les emplois plutôt que de pouvoir les promouvoir. Et cette combinaison tue l'initiative privée
au lieu de l'encourager. Elle tue des emplois et asphyxie l'économie nationale. Je pense que l'État congolais doit remettre de l'ordre dans l'exécution budgétaire, car le budget tel qu'il est voté au Parlement, il ne représente en rien le budget tel qu'il est exécuté dans la pratique. À ce sujet, je vous invite par exemple à jeter un coup d'œil au site du ministère donc, du budget. Vous trouverez par exemple que dans le budget 2014 et 2015, la présidence de la République a connu en moyenne un taux d'exécution budgétaire de 153%. La primature, 205%. Ils vont même au-delà de ça. C'est-à-dire que sur des crédits votés, la présidence de la République s'est fait payer 53% de plus, tandis que la primature, plus du double. Par contre, la santé publique qui affecte tout le monde, qui affecte nos familles, ils n'ont pu utiliser que 38% de ce qui était voté en début de l'année. Ceci montre quoi? Que l'État ne s'occupe que des intérêts égoïstes et s'en fout éperdument de la population, ce qui dénote d'une injustice sociale criante. Faire face à un tel défi exige un état de droit fonctionnel et une administration publique de qualité qui sont aussi des défis de développement que nous devons relever. Aujourd'hui, l'État congolais n'existe que de nom. Il est incapable de protéger et de sécuriser la population. Il faut le restructurer pour qu'il se mette au service du peuple et au service aussi du pays. Nous n'avons pas besoin en réalité donc d'un État fantôme qui gêne le développement du pays et opprime la population. Nous n'avons pas besoin d'un État qui ne respecte pas les droits humains et gêne les libertés individuelles. Nous avons besoin de quoi alors? Comme dirait Étienne Tshisekedi, nous avons besoin d'un État de droit qui s'appuie sur une armée et une police de qualité, qui fait régner la justice, un État qui favorise le développement au lieu de l'étouffer. Ayant opté pour le modèle d'État unitaire avec forte décentralisation, je pense que la RDC doit rendre effective la rétrocession des ressources publiques de façon à ne pas gêner le développement des provinces, mais également des collectivités territoriales décentralisées. Nous avons des entités territoriales, nous avons des provinces qui ne reçoivent absolument rien et qui ne peuvent pas financer même des petits travaux d'entretien. Vous avez suivi tout récemment, à Kinshasa, il y a un phénomène particulier. L'Union européenne avait financé donc un projet pour enlever la poubelle, garbage collection, comme vous appelez ça en anglais. Qu'est-ce qui arrive? Le projet donc arrive à terme, la poubelle commence à s'accumuler parce que la ville de Kinshasa ne peut pas s'occuper donc de ça. Mais c'est quelle façon de gérer donc un pays? Nous devons changer tout ça. C'est comme si le gouvernement n'existe pas. Le gouvernement n'existe que de nous. À quoi il nous servent? Afin d'éviter le développement à double vitesse et pour des raisons de solidarité nationale, il est important de rendre effective aussi ce que j'appelle la Caisse nationale des péréquations qui favoriserait le développement harmonieux et équilibré des différentes provinces du pays. Nous ne pouvons pas vivre toujours dans les injustices. Il y a des provinces qui produisent par exemple plus de ressources minières, qui ont plus de revenus, et il y a des provinces qui n'ont pas de moyens. On ne peut pas simplement donc laisser ceux qui ont donc des revenus miniers se développer et le reste donc du pays en arrière. Nous devons trouver donc un équilibre pour des raisons sociales, mais également pour des raisons de solidarité nationale. Vous me suivez? Ceci m'amène au dernier défi de développement, la démocratie. La démocratie, mesdames et messieurs, existe en RDC, mais n'existe que sur papier. Mais nous n'avons pas besoin d'une telle démocratie qui n'en est pas une en réalité. La démocratie a besoin d'être renforcée, non seulement dans la pratique, mais également dans le comportement des gouvernants, mais aussi des gouvernés. La démocratie ne peut pas fonctionner dans un pays, soyons d'accord, avec plus de 600 partis politiques, ethniques et familiaux, sans assise nationale, ni vision de développement pour le pays. Lesquels partis politiques sont créés et entretenus avec quoi? Avec des fonds volés du trésor public. L'ensemble, beaucoup de ces partis politiques-là, c'est comme ça. Quelqu'un passe, devient donc ministre et pouf, il prend de l'argent, il met dans sa poche, la première des choses qu'il fait, c'est créer un parti politique. Et puis il utilise ce parti politique-là pour pouvoir revenir encore donc en poste, et quand il revient donc en poste, c'est le même cycle infernal. La vie politique a besoin d'être assainie avec notamment le regroupement en 2 ou 3 partis politiques au maximum pour que la démocratie puisse fonctionner normalement. Nous sommes aux États-Unis. Il y a combien de gens ici? Ils sont 10 fois, 20 fois plus que nous, mais ils n'ont que 2 partis politiques. Pourquoi nous devons en avoir 600? Un tel regroupement devra être fait en utilisant des critères objectifs à définir tels que le poids de chaque parti politique au sortir des élections législatives transparentes et crédibles, ou aussi sur la base de la similarité des projets de société. Je voudrais aussi mentionner un phénomène particulier au Congo. Pour que les députés puissent voter, ils sont payés pour ça.
En plus de leur salaire, on leur verse l'argent la nuit. Donc, les paiements faits aux députés en échange de leur vote doivent être déclarés criminels et passibles d'interdiction d'exercer des mandats publics. Cette corruption à ciel ouvert, au vu et au su de tout le monde, elle discrédite et disqualifie les institutions du pays et ceux qui la pratiquent. Donc, l'institutionnalisation de la corruption parlementaire et au sommet de l'État surtout, détruit la démocratie. Je pense que le potentiel humain et le développement économique durable ne peuvent être réalisés que dans un environnement démocratique sain qui libère toutes les énergies créatives et la participation effective de tous les citoyens congolais aux efforts de développement du pays. J'en viens maintenant à la troisième partie, la stratégie pour accélérer le développement économique et social du pays et créer des opportunités pour tous les Congolais. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le message, donc, vous le recevez? Je me fais comprendre? Ok, si je suis trop économiste, s'il vous plaît, dites-moi, on va essayer donc de pouvoir s'entendre, mais l'essentiel, c'est que nous puissions donc partager donc un message que vous comprenez, comme ça, donc, la discussion va être intéressante, ok? Je suis congolais, comme vous. La RDC, c'est mon pays, c'est votre pays aussi. Pour se développer, notre pays doit prendre conscience de l'échec du modèle de développement que nous avons suivi jusqu'à présent. Ce modèle de développement que nous avons suivi jusqu'à présent inclut quoi? Vous avez tous entendu parler du plan Mobutu, le plan quinquennal, les 5 chantiers, la révolution de la modernité. Tous ces plans se sont avérés être des simples slogans qui n'ont jamais été appliqués ou qui ont été mal appliqués pour donner des résultats que nous avons aujourd'hui, que j'ai énumérés avant dans l'état des lieux. La RDC doit par conséquent révisiter sa philosophie de développement. On ne peut pas faire les mêmes choses qui donnent les mauvais résultats et continuer de la même façon et espérer somehow arriver donc à des résultats différents. Nous devons prendre une pause et nous dire ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que nous devons faire pour aller de l'avant? Je propose pour cela une nouvelle vision de développement que j'appelle le plan Marshall pour la RDC, que j'ai conçu de ma propre main et que ce plan Marshall est basé sur plusieurs années d'expérience professionnelle. J'ai eu la chance de passer, comme Dave, quand il me présentait tout à l'heure, de passer 10 années dans les banques commerciales, donc à New York, banques commerciales et banques d'investissement, parmi les grandes banques comme Citibank et JP Morgan Chase. Et après ça, j'ai passé 25 années à la Banque mondiale. Je suis encore à la Banque mondiale aujourd'hui et j'ai travaillé sur près de 85 pays différents. J'ai vu des pays qui font des progrès et j'ai vu des pays qui ne font pas de progrès. En utilisant cette expérience-là, je me suis posé la question de savoir pourquoi tel pays réussit et pourquoi le nôtre ne réussit pas. En tant que Congolais, je me suis dit, nous sommes tous des passagers sur cette terre. Je voudrais laisser à ceux qui vont peut-être venir après nous quelque chose d'utile. C'est ainsi que j'ai utilisé cette expérience-là pour rédiger ce que j'appelle la force du changement et le plan Marshall de la RDC, c'est deux livres-là. Dans ces livres, je résume en quelque sorte ce que le pays peut faire pour transformer fondamentalement le destin, pour que nous puissions devenir un meilleur pays que ce que nous avons aujourd'hui. En toute modestie, je voudrais vous dire que j'ai travaillé sur certains pays en Afrique où j'ai vu, moi, la vie des gens transformée. Je vous invite à aller voir un pays comme les îles du Cap-Vert, un petit pays sans ressources naturelles. Quand on a commencé à travailler sur le Cap-Vert, le PIB par habitant était de 400 $. 20 ans plus tard qu'aujourd'hui, le PIB par habitant est de 4 500 $. C'est un cas de succès. Le Cap-Vert est passé du groupe des pays qu'on appelle des pays à revenus faibles pour devenir ce qu'on appelle les pays à revenus intermédiaires. Donc, sur le plan du développement, c'est un pays qui réussit, qui monte comme ça. Ça, c'est un exemple concret. J'ai travaillé sur d'autres pays africains, je vais juste mentionner donc ces deux. Le Sénégal, par exemple. Quand j'ai commencé à travailler sur le Sénégal, je me rappelle, j'ai rencontré le président Diouf, il était encore président donc à ce moment-là, et c'était une situation de désolation, car le Sénégal était même littéralement écarté de la communauté financière internationale, personne ne voulait leur prêter de l'argent. Nous avons monté un programme de réforme, on a travaillé avec ce gouvernement, et je suis heureux de vous dire qu'aujourd'hui, le Sénégal est non seulement un pays crédible, mais si vous allez là-bas, vous allez trouver des grandes infrastructures. Je ne dis pas comme à Houston ici, mais des routes, des autoroutes, qui répondent aux normes aujourd'hui internationales
Et vous voyez que c'est un pays qui fait des progrès malgré le fait qu'ils n'ont pas de ressources naturelles comme nous. Ils dépendent de l'arachide simplement. Mesdames et messieurs, le président Diouf, il s'est rappelé de ce que j'avais fait avec leur pays. Ce livre-là, c'est lui qui l'a préfacé. Et il dit dans la préface comment on s'était connus et ce que j'ai fait pour leur pays. Si je peux le faire pour le Sénégal, pensez-vous que je ne pourrais pas faire la même chose, sinon mieux, que le pays qui m'a vu moi naître, la République démocratique du Congo. Donc quand j'ai rédigé donc cette stratégie-là, je suis convaincu que si on la met en œuvre, nous pouvons transformer fondamentalement le destin de nos compatriotes. Nous allons réussir. Mais pour ça, nous devons travailler et travailler dur. Je reviens donc au plan Marshall, où la stratégie de développement telle que je l'ai conçue, cette stratégie comporte 8 piliers fondamentaux. Commençons par le premier pilier. Qu'est-ce que ça renferme? Le premier pilier consiste à promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit et la démocratie. Pour pacifier le pays dans son ensemble et sécuriser tous les Congolais, il faudra prendre un certain nombre d'initiatives. Il faudra rétablir l'autorité de l'État dans tout le pays, car l'insécurité actuelle, à mon avis, ne favorise pas le développement économique et social durable. Nous devons réformer l'armée, la police et les services de sécurité. Il nous faut inventorier et examiner les effectifs des éléments en uniforme en fonction des critères de qualification professionnelle, des nationalismes, car dans notre armée, on trouve tout le monde. Des critères de moralité et d'aptitude. Et recruter aussi, former de nouveaux éléments, doter l'armée et la police des équipements adéquats, tout en favorisant le recyclage de ces éléments en uniforme qui devraient se mettre donc au service donc de la nation avec loyauté. Nous devrons garantir la rémunération adéquate et régulière et surtout assurer donc la sécurité sociale des hommes en uniforme pour que quand ils prennent la retraite, qu'ils puissent vivre décemment. Nous devons tirer les leçons des jugements récents rendus par la Cour pénale internationale pour réorganiser l'armée et la police et les services de sécurité afin de les rendre plus humains et surtout disciplinés, républicains, respectueux de la vie humaine mais surtout des biens d'autrui. Nous devrons réformer l'administration publique afin de mettre en place des institutions démocratiques fortes, car un pays ne réussit pas s'il s'appuie simplement sur des individus. Les individus vont passer, c'est les institutions qui vont rester. Nous devrons assainir l'environnement politique, comme je l'ai dit, par la réduction du nombre de partis politiques. Nous devrons instituer une commission de vérité, paix et réconciliation, car les Congolais se sont fait la guerre. Nous devons les réconcilier, mais de façon sincère. Nous devons instituer cette commission qui doit travailler ouvertement. Ceux qui ont donc des griefs contre tel ou tel groupe ethnique, ainsi de suite, qu'on en parle publiquement et qu'on arrive donc à un modus vivendi pour que le pays puisse retrouver la paix permanente, la paix durable. Nous devrons réformer la justice dans le sens d'une plus grande indépendance. Je suis parfois très embarrassé. Vous savez, dans les institutions où nous sommes, on est en contact avec des gens qui viennent de tous les pays du monde, et parfois ils me posent la question, mais comment expliquez-vous ça dans votre pays? Par exemple, le gouverneur Gatumbi, dans une semaine, on l'a notifié qu'il avait un problème, je crois, un contentieux immobilier. Le jour suivant, il a été inculpé, et un jour après, il a été condamné. À cause de cette condamnation-là, donc il a perdu, je pense, ses droits civiques. Il ne peut pas prétendre à certaines choses donc, dans le pays. Vous trouvez que c'est normal? Moi, je ne connais pas les détails de ce dossier-là, et je ne peux pas me prononcer donc, sur les dossiers de justice parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais rien qu'à regarder comment la justice fonctionne au Congo, il y a quelque chose qui cloche. Et tout ça, ce n'est pas bien pour pouvoir donc assurer le développement permanent d'un pays de façon durable. Nous devons faire mieux que ça. Et moi, je souhaiterais donc demander purement et simplement aux autorités congolaises de faire régner la justice dans ce dossier, tout comme dans d'autres dossiers. Je sais qu'il va pouvoir faire donc ce qu'on appelle donc un appel, qu'on lui donne donc le droit, qu'on donne le droit à ses avocats de pouvoir le représenter, qu'on puisse entendre tout le monde et que la vérité puisse triompher. Je ne dis pas que s'il a fait quelque chose de mauvais, qu'il faut le protéger, mais j'estime aussi qu'il ne faudrait pas aller après lui, simplement parce qu'il est un prétendant donc à la présidence de la République, et ainsi de suite. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Nous devons faire mieux que ça en tant que pays. Nous devrions réformer, je disais donc, la justice dans le sens d'une plus grande indépendance et fonctionnalité.
Nous devrons réformer la diplomatie et promouvoir la coopération africaine internationale. Ici, je voudrais dire que la diplomatie congolaise laisse trop à désirer. Nous devons réexaminer la pertinence donc, de chacune de nos ambassades, par exemple, mais aussi examiner les conditions donc, de travail de nos diplomates, les qualifications de nos diplomates à travers le monde. Je crois que le réaménagement de la carte diplomatique de la RDC s'impose. Nous allons faire de la diplomatie un véritable instrument de rayonnement et aussi de mobilisation donc, des ressources au service du développement, au service des Congolais. On ne peut pas simplement donc, avoir des ambassades qui ne servent donc à rien. Donc le maintien aussi des relations, des bonnes relations diplomatiques avec tous les pays voisins de la RDC sera un élément important de notre stratégie de développement. Le problème principal de la RDC aujourd'hui tourne autour de quoi? Des membres de leadership visionnaires à la tête du pays. Doter le pays d'un leadership compétent et visionnaire serait le début du processus pour pouvoir bâtir une paix durable sur l'ensemble du territoire national pour que cette paix puisse donc nous permettre de nous concentrer donc sur les efforts de développement, qu'on ne puisse pas dépenser toutes les ressources publiques pour pouvoir faire face donc à des rébellions donc continues. Nous devons aussi promouvoir la culture et l'identité nationale à travers ce que j'appelle des programmes de restauration de l'image de marque du pays, de moralisation de la société, d'éducation civique et de promotion de la bonne gouvernance. Il faudra d'une part ici créer ce que j'appelle la maison de la culture congolaise et d'autre part promouvoir la culture selon laquelle le développement du pays doit s'appuyer sur des institutions fortes et le respect des lois au lieu de dépendre sur des hommes providentiels qui, on estime que ces hommes-là simplement peuvent gérer le pays et s'ils ne sont pas là, donc le pays va pouvoir donc s'effondrer. Ça ne marche pas comme ça. Si un leader pense de cette façon, c'est qu'il n'a pas fait un bon travail. Parce qu'un leader doit pouvoir préparer donc la succession. Et d'ailleurs, le leader doit pouvoir faire en sorte qu'il soit inutile parce qu'il aura tellement formé des gens qui, à tout moment, ces gens peuvent pouvoir donc prendre la relève et lui donc peut prendre donc sa retraite. Je pense que ce serait important que nous puissions aussi souligner la gouvernance congolaise. Nous devons promouvoir la bonne gouvernance et la responsabilisation de chacun de nous, Congolais, dans la conduite des affaires de l'État. La bonne gouvernance commence par quoi? Commence par placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, si j'avais un poste de responsabilité, vous savez qui serait la meilleure personne qui va travailler à côté de moi? Ce n'est pas nécessairement mon cousin, ce n'est pas nécessairement mon copain. La meilleure personne qui peut travailler autour de moi, c'est la personne qui peut me faire bien paraître. Et pour me faire, afin de les rendre plus humains et surtout disciplinés, républicains, respectueux de la vie humaine, mais surtout des biens d'autrui. Nous devons réformer l'administration publique afin de mettre en place des institutions démocratiques fortes, car un pays ne réussit pas s'il s'appuie simplement sur des individus. Les individus vont passer, c'est les institutions qui vont rester. Nous devrons assainir l'environnement politique, comme je l'ai dit, par la réduction du nombre de partis politiques. Nous devrons instituer une commission de vérité, paix et réconciliation, car les Congolais se sont fait la guerre. Nous devons les réconcilier, mais de façon sincère. Nous devons instituer cette commission qui doit travailler ouvertement. Ceux qui ont donc des griefs contre tel ou tel groupe ethnique, et ainsi de suite, qu'on en parle publiquement et qu'on arrive donc à un mode vivendi pour que le pays puisse retrouver la paix permanente, la paix durable. Nous devrons réformer la justice dans le sens d'une plus grande indépendance. Je suis parfois très embarrassé. Vous savez, dans les institutions où nous sommes, on est en contact avec des gens qui viennent de tous les pays du monde et parfois ils me posent la question, mais comment expliquez-vous ça dans votre pays? Par exemple, le gouverneur de la République, dans une semaine, on a notifié qu'il avait un problème, je crois, un contentieux immobilier. Le jour suivant, il a été inculpé et un jour après, il a été condamné. À cause de cette condamnation-là, donc il a perdu, je pense, ses droits civiques qui ne peut pas prétendre à certaines choses dans le pays. Vous trouvez que c'est normal? Moi, je ne connais pas les détails de ce dossier-là et je ne peux pas me prononcer dans le dossier de justice parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais rien qu'à regarder comment la justice fonctionne, il y a quelque chose qui cloche. Et tout ça, ce n'est pas bien pour pouvoir donc assurer le développement permanent d'un pays de façon durable. Nous devons faire mieux que ça. Et moi, je souhaiterais donc demander purement et simplement aux autorités congolaises de faire régner la justice dans ce dossier, tout comme dans d'autres dossiers. Je sais qu'il va pouvoir faire, donc ce qu'on appelle donc un appel. On lui donne donc le droit, on donne le droit
à ces avocats de pouvoir le représenter, qu'on puisse entendre tout le monde et que la vérité puisse triompher. Je ne dis pas que s'il a fait quelque chose de mauvais, qu'il faut le protéger, mais j'estime aussi qu'il ne faudrait pas aller après lui simplement parce qu'il est un prétendant donc à la présidence de la République, et ainsi de suite. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Nous devons faire mieux que ça en tant que pays. Nous devrions réformer, je disais donc la justice dans le sens d'une plus grande indépendance et fonctionnalité. Nous devrons réformer la diplomatie et promouvoir la coopération africaine internationale. Ici, je voudrais dire que la diplomatie congolaise laisse trop à désirer. Nous devons réexaminer la pertinence donc, de chacune de nos ambassades, par exemple, mais aussi examiner les conditions donc, de travail de nos diplomates, les qualifications de nos diplomates à travers le monde. Je crois que le réaménagement de la carte diplomatique de la RDC s'impose. Nous allons faire de la diplomatie un véritable instrument de rayonnement et aussi de mobilisation donc, des ressources au service du développement, au service des Congolais. On ne peut pas simplement donc, avoir des ambassades qui servent de rien. Donc le maintien aussi des relations, des bonnes relations diplomatiques avec tous les pays voisins de la RDC sera un élément important de la stratégie. Le problème principal de la RDC aujourd'hui tourne autour de quoi? Des membres de leadership visionnaires à la tête du pays. Doter le pays d'un leadership compétent et visionnaire serait le début du processus pour pouvoir bâtir une paix durable sur l'ensemble du territoire national pour que cette paix puisse donc nous permettre de nous concentrer donc sur les efforts de développement, qu'on ne puisse pas dépenser toutes les ressources publiques pour pouvoir faire face donc à des rébellions non continues. Nous devons aussi promouvoir la culture et l'identité nationale à travers ce que j'appelle des programmes de restauration de l'image de marque du pays, de moralisation de la société, d'éducation civique et de promotion de la bonne gouvernance. Il faudra d'une part ici créer ce que j'appelle la maison de la culture congolaise et d'autre part promouvoir la culture selon laquelle le développement du pays doit s'appuyer sur des institutions fortes et le respect des lois au lieu de dépendre sur des hommes providentiels qui, on estime que ces hommes-là simplement peuvent gérer le pays et s'ils ne sont pas là, donc le pays va pouvoir donc s'effondrer. Ça ne marche pas comme ça. Si un leader pense de cette façon, c'est qu'il n'a pas fait bon travail. Parce qu'un leader doit pouvoir préparer donc la succession. Et d'ailleurs, le leader doit pouvoir faire en sorte qu'il soit inutile parce qu'il aura tellement formé des gens qui, à tout moment, ces gens peuvent pouvoir donc prendre la relève et lui donc peut prendre donc sa retraite. Je pense que ce serait important que nous puissions aussi souligner la gouvernance congolaise. Nous devons promouvoir la bonne gouvernance et la responsabilisation de chacun de nous, Congolais, dans la conduite des affaires de l'État. La bonne gouvernance commence par quoi? Commence par placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, si j'avais un poste de responsabilité, vous savez qui serait la meilleure personne qui va travailler à côté de moi? Ce n'est pas nécessairement mon cousin, ce n'est pas nécessairement mon copain. La meilleure personne qui peut travailler autour de moi, c'est la personne qui peut me faire bien paraître. Et pour me faire bien paraître, j'ai besoin, moi, de délivrer, de donner des résultats. Quand j'ai un programme comme ça, j'ai besoin que ce programme soit mis en œuvre, que tout le monde, tous les Congolais puissent pouvoir bénéficier donc du fruit de notre travail. Et pour cela, je n'ai pas besoin nécessairement d'avoir des recrutés dans ma famille. Je cherche, moi, des Congolais qualifiés de toutes parts. J'ai découvert tout récemment un Congolais qui était venu du Japon, qui est venu me rendre visite à Washington, et en parlant avec lui, vite j'ai compris que c'est un monsieur qui peut nous amener non seulement une autre façon de voir les choses, parce que vous savez, ces gens qui ont vécu en Asie, nous en avons d'ailleurs un autre ici, qui ont étudié donc en Asie, ils ont une autre façon donc de réfléchir qui est différente donc de nous autres qui avons évolué donc dans les milieux occidentaux. Bon, les États-Unis c'est déjà autre chose, mais je crois que nous avons besoin donc de recruter les meilleurs, qui viennent d'un peu partout. On puisse constituer donc une bonne équipe, ce que j'appelle constituer une véritable équipe semblable donc au léopard, et les lancer donc sur le plan de développement et ils vont nous ramener donc des résultats. Il faut rompre avec la gouvernance pourrie que nous avons aujourd'hui. La croissance inclusive dont je parle ne peut se réaliser que sur des bases de gouvernance et d'institutions administrées par ce que j'appelle un État capable. Mais comment allons-nous améliorer la gouvernance dans notre pays? Pour améliorer la gouvernance et la prestation des services publics de base, je pense que nous allons aider les institutions qui appuient la démocratie et aussi les processus d'inclusion et de reddition des comptes. Notamment, par exemple, nous devons renforcer les capacités de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, pour que les élections soient organisées automatiquement. On n'a pas besoin donc tous les 4 ans commencer à se poser la question, est-ce qu'on a un calendrier électoral, est-ce que nous avons donc des ressources, et ainsi de suite. Ces choses doivent être donc automatiques. Nous devons renforcer la capacité de nos parlementaires pour qu'ils puissent nous faire de bonnes lois. Nous devons
pouvoir équiper les médias pour qu'ils fassent donc leur travail donc, de quatrième pouvoir. Nous devons pouvoir renforcer les organisations de la société civile. Donc si on n'a pas ces choses-là, une société ne fonctionne pas. Nous allons faciliter la propagation de la culture démocratique par la publication et l'enseignement de ce que j'appelle un guide pratique sur la pratique de la démocratie. Afin d'améliorer la gestion des finances publiques, nous allons rendre effective la décentralisation financière. Nos provinces doivent recevoir des ressources. S'il y a un problème, le principe donc, de partage donc, de ressources, et que ces ressources donc, sont confisquées à Kinshasa, comment voulez-vous que les provinces donc, puissent se développer? Nous allons renforcer la transparence dans le processus des marchés, des passations des marchés publics, et aussi dans la gestion de tous les aspects liés à ce que j'appelle les industries extractives, c'est-à-dire les contrats miniers. Notre pays a été purement simplement saboté. Vous trouverez aujourd'hui des contrats miniers qui, lorsqu'ils sont exécutés par des entreprises exploitantes, il n'y a rien qui attend. Nous devons examiner toutes ces choses. Nous allons lutter contre le chronisme, le favoritisme, le tribalisme, comme je l'ai dit, les conflits d'intérêts dans les affaires publiques, mais également l'usage abusif des biens publics. Nous allons introduire des lois donnant l'égalité des chances à tous les citoyens. Nous allons mettre en place des institutions et des lois, des procédures aussi pour la promotion de l'intégrité dans la conduite des affaires de l'État. Pour lutter contre l'enrichissement illicite, nous allons rendre effectif des lois portant sur les déclarations annuelles du patrimoine par les fonctionnaires de l'État et les hauts cadres de l'administration publique, et aussi les mandataires de l'État, ainsi que au début, donc, tout en commençant au début de ce mandat, mais également donc à la fin. Quand quelqu'un commence un mandat public, il faut qu'on sache qu'il a combien d'argent. Et quand il termine, on voudrait savoir comment il s'est enrichi. Ce n'est pas normal que des gens qui arrivent donc à pied, soudainement, ils sont donc des milliardaires. Ils ont obtenu cet argent-là où et comment. Donc, j'estime que ces choses-là, nous devons mettre en place des lois que nous devons faire adopter par notre Parlement et trouver donc des mécanismes pour tenir tout le monde responsable, responsable. Tout le monde doit pouvoir répondre donc, à ces lois-là, qu'ils soient soumis donc, à un contrôle parlementaire ou bien par des mécanismes qui seraient donc appropriés dans ce domaine. Le cumul des fonctions, par exemple, ne sera pas autorisé. Pour le chef de l'État, pour les premiers ministres, pour les ministres, les sénateurs, les députés, les hauts fonctionnaires et les mandataires publics, pendant toute la durée de leur mandat public. Aucun d'eux n'exercera donc une fonction autre que la fonction qui lui est reconnue par l'État. Pourquoi cela? Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes dans un pays où nous avons 80 millions de gens, dont 85% de la population active est au chômage. Comment voulez-vous comprendre dans ces conditions qu'on ait un seul individu, par exemple, il est membre du conseil d'administration de la Banque centrale, il est membre du conseil d'administration d'une banque commerciale, il est président du conseil d'administration de la GECAMIN, il est ceci, cela. Mais non, il doit y avoir donc des règles qui puissent mettre fin à ce genre de conflits d'intérêts. Donc, mesdames et messieurs, voilà le premier pilier de ce plan Marshall. Le deuxième pilier consiste à investir dans les ressources humaines. Il s'agira ici de concevoir, de mettre en œuvre des programmes de réhabilitation de l'éducation et de la santé, mais également de promotion de l'autosuffisance alimentaire. Les programmes de réhabilitation de l'éducation primaire, secondaire, mais également universitaire et même d'enseignement professionnel vont inclure la mise à jour des curriculums, la construction de nouvelles infrastructures scolaires, sanitaires, ainsi de suite, et la réhabilitation des infrastructures donc existantes, ainsi que le recrutement de nouveaux enseignants, de nouveaux médecins, pour que les écoles, les établissements donc, les établissements donc, sanitaires donc, soient tenus aux normes donc, internationales, puissent répondre aux standards internationaux. La RDC devra rendre par exemple effectif l'enseignement obligatoire et gratuit pour les enfants de 6 à 17 ans afin de pouvoir favoriser l'inclusion. Il est anormal aujourd'hui qu'on trouve des gens qui ne peuvent pas aller à l'école dans notre pays. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas de moyens pour payer ça, pour payer leurs frais de scolarité. C'est pas normal. Et ces gens-là, une fois qu'ils sont exclus de l'école, ils sont exclus de la société. On les retrouve où? Sur le boulevard du Grand-Chemin, en train donc de demander de l'argent. Et parce qu'ils demandent de l'argent, ou bien ils essaient de faire donc des choses que les enfants qui ne sont pas instruits, qui n'ont pas été encadrés, puissent faire. On les appelle des criminels, et alors on demande donc à la police nationale de pouvoir tirer dessus. Il y a quelque chose qui ne va pas à la conception de la société congolaise de l'uniforme. Nous devons rendre l'enseignement obligatoire et gratuit pour les enfants donc de 6 à 17 ans pour pouvoir favoriser l'inclusion de tout le monde dans la société.
Donc, l'informatisation des écoles, la rémunération adéquate et la formation continue du corps enseignant, l'usage de l'Internet, l'usage généralisé de l'Internet depuis l'école primaire, la construction donc des bibliothèques modernes seront des éléments clés de la réforme du système éducatif que je propose. Notre objectif sera de transformer la RDC en un pôle d'intelligence et de savoir-faire dans des domaines clés en rapport avec nos ressources naturelles. Il est tout à fait inadmissible aujourd'hui qu'on trouve donc des enfants congolais qui ne connaissent absolument rien de nos matières premières. Moi, j'ai grandi donc dans un environnement où il y avait le diamant. Vous devinez quoi? J'avais jamais vu le diamant dans ma vie. Je suis venu découvrir donc le diamant beaucoup plus quand je vis donc à l'étranger, parce que je vois toutes les femmes portent des bagues de fiançailles, et ainsi de suite. Mais on doit avoir des écoles là-bas qui permettent aux enfants de pouvoir apprendre de matières premières, qui connaissent ce que nous avons comme richesse et ce qu'on peut en faire. Donc la professionnalisation des enseignants doit conduire à doter nos enfants congolais de connaissances pointues sur notre sol et notre sous-sol, sur nos minéraux et nos forêts, mais également sur nos cours d'eau. Il est inconcevable aujourd'hui qu'il n'y ait aucune école sur le diamant, au Kasaï, ni sur le bois et les cours d'eau dans le Bas-Congo, au Bandou, à l'Équateur, dans la province orientale ou dans les Kivu. Il est inadmissible que la RDC ne compte aucune université aujourd'hui parmi les 100 premières universités en Afrique. Aucune université. Aucune université. Même des petits pays, nous avons des universités qui sont classées comme étant les meilleures que la nôtre. Quant au secteur de la santé, nous devrons construire des hôpitaux modernes, recruter et former des médecins et des infirmières en nombre suffisant et surtout introduire un système d'assurance maladie universelle pour permettre à tout Congolais d'avoir accès aux soins de santé. Donc l'amélioration de l'espérance de vie à la naissance, je vous ai dit qu'elle était de 50 ans en comparaison à Monaco où ils sont donc à 90 ans. Cette amélioration ne pourra être réalisée que si on investit sérieusement dans le secteur donc, de la santé, on améliore donc les conditions d'accès de chaque Congolais aux soins sanitaires. La promotion de l'autosuffisance alimentaire se fera quant à elle par le développement et la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage, mais également de la pêche. À ce titre, nous allons développer un système de financement des activités agro-pastorales, construire des infrastructures donc, dans les milieux ruraux, c'est-à-dire les routes, l'électricité, l'eau, les systèmes de télécommunications. Nous allons mettre en place un environnement attractif pour attirer des investissements dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, pour développer une industrie agroalimentaire complète dans le pays et aussi mettre en place un mécanisme d'achat des produits agro-pastoraux et développement de ces produits vers les marchés non seulement intérieurs, pour que les produits puissent circuler donc à l'intérieur de notre pays, mais également vers les marchés extérieurs, afin de promouvoir le développement économique et garantir le pouvoir d'achat adéquat aux producteurs, aux paysans, aux pêcheurs et aux éleveurs. C'est de cette façon-là, je pense, que nous allons créer des millions d'emplois et réduire la pauvreté dans les milieux ruraux. Est-ce que vous me suivez? Le troisième pilier de notre stratégie de développement, c'est promouvoir l'émergence de la finance nationale. Il s'agira ici de réformer d'abord la Banque centrale pour qu'elle joue son rôle en tant qu'autorité monétaire, de réformer le système financier, mais également la monnaie nationale. Je vous ai dit que la monnaie n'existe que de nom. La RDC doit réorganiser la finance nationale afin de la rendre plus compétitive et diversifiée. Nous devons évoluer du système financier actuel où toutes les banques dans le pays appartiennent aux étrangers et favoriser l'émergence d'un système financier national où les nationaux, les Congolais, ont un rôle à jouer non seulement comme des petits employés des banques, mais aussi comme des actionnaires et des gestionnaires de ces institutions financières. Quelle est la banque qui appartient aux Congolais aujourd'hui? Aucune. Ce n'est pas acceptable. Demandez aux Américains pourquoi ils ont fait en sorte que les grandes banques dans ce pays. Et d'ailleurs, il y a eu une histoire ici aux États-Unis, quand j'étais au niveau, je faisais mon MBA donc en banque et finance. Il y avait une histoire ici où la Citibank, la plus grande banque du monde en ce moment-là, avait un problème de capitalisation. Et il y avait intérêt à pouvoir attirer des investisseurs qui allaient acheter une portion du capital pour qu'on puisse augmenter la capitalisation de la banque. Et la seule personne qui s'était portée volontaire de pouvoir investir dans cette banque-là, c'était un Saoudien. Il vivait en Arabie Saoudite, les chefs là avec beaucoup d'argent. Vous savez quoi? Il voulait acheter simplement 5% de la banque. Il a fallu que ça puisse passer au Congrès américain. Que le Congrès puisse donner son avis. Parce qu'on protège le secteur financier, surtout les banques de grande importance comme celle-là. Pourquoi? Parce que ça touche aux intérêts même stratégiques des États-Unis. Pourquoi dans notre pays, on n'a pas ça? Toutes les banques appartiennent aux étrangers.
aucun Congolais n'a le contrôle sur une banque congolaise. D'ailleurs, quand il y a un Congolais qui essaie d'acheter une banque, ou bien de créer une banque, on lui fait la guerre. Pourquoi? Parce que du point de vue des politiciens ou des hommes politiques congolais, ils pensent que le Congolais qui achète la banque aura des moyens, et s'il a des moyens, il peut donc financer, je ne sais pas quoi, qui pourrait arriver donc au pouvoir, ainsi de suite. Nous sommes self-destructive. Nous détruisons nous-mêmes. Nous devons changer cette mentalité. La RDC a besoin donc d'un système financier moderne qui comprenne des banques commerciales, des banques d'investissement, des banques d'affaires, des sociétés de leasing, des compagnies d'assurance, des compagnies de factoring, des sociétés de capital risque, des banques de crédit hypothécaire, des banques de développement. Nous avons besoin des intermédiaires financiers de qualité. Nous avons besoin d'une institution d'assurance de dépôt bancaire comme FDIC ici. Regardez-moi ce qui arrive à la BIAC. La BIAC aujourd'hui, les gens ne peuvent pas retirer leur argent. Ils arrivent le matin, on a cadenassé donc les banques et ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas avoir leur argent et personne ne va leur rembourser donc les dépôts. Nous devons réfléchir et faire quelque chose qui soit équilibré pour le pays. Nous devons aussi mettre en place ce que j'appelle une bourse des valeurs pour favoriser l'achat et les ventes des titres de participation dans les entreprises congolaises. Quand aujourd'hui on veut vendre une entreprise congolaise, comme Freeport-McMoRan, Dengue Fondroume a été vendu, les portions qui étaient détenues par Freeport-McMoRan ont été vendues à qui? Aux Chinois en bloc. Les Congolais ne sont même pas associés à ça. Si moi je vais investir dans Dengue Fondroume, par quel mécanisme je vais le faire? Il n'y a aucun mécanisme. Donc nous sommes exclus de la participation dans notre bloc économique. Et ce n'est pas acceptable. Donc l'objectif ici est d'offrir aux individus, aux entreprises, à l'État et aux provinces une gamme de produits et services financiers à même de satisfaire aux besoins de développement du pays. Mais réaliser un tel objectif dépend de la qualité de la Banque centrale qui doit être elle-même restructurée profondément dans le sens d'une plus grande indépendance, responsabilité mais également compétence. Une telle transformation du système financier et de l'économie dans un environnement macroéconomique stable devrait aboutir logiquement à la restructuration complète de la monnaie nationale pour que nous puissions mettre fin à la dollarisation. Je vous ai dit que 95% de la masse monétaire se trouve donc en dollars. On doit mettre fin à cette situation-là parce que ça nous fait perdre ce que nous appelons en termes techniques les revenus de seigneuriage. Donc tous les transferts, les bénéfices que la Banque centrale pouvait se faire au Congo sont transférés aux pays qui émettent les dollars, donc au Trésor américain. Et ceci empêche, la dollarisation empêche la conception et la mise en œuvre d'une politique monétaire nationale indépendante et crédible. Ceci m'amène au quatrième pilier de notre stratégie de développement. Promouvoir l'émergence d'un secteur privé national responsable. Il ne suffit pas simplement d'avoir donc un secteur privé. Il suffit, je cherche donc à ce qu'on ait un secteur privé où les Congolais participent aussi à la richesse de leur pays. Un environnement propice pour le développement du secteur privé est essentiel pour encourager la création d'emplois dans le secteur privé, mais également la transformation structurelle de l'économie pour passer de l'économie actuelle que nous avons, qui est une économie extravertie, au service donc de l'étranger, à une économie nationale équilibrée, servant les besoins du marché intérieur, mais également les besoins du marché international. La RDC est classée aujourd'hui 184e sur 189 pays en 2015 et figure parmi les pires pays d'Afrique subsaharienne comme destination des investissements, d'après les indicateurs Doing Business préparés par le groupe de la Banque mondiale qui utilisent les critères suivants. Les procédures administratives au Congo, nous avons hérité d'un système, je pense que le système belge, c'est trop complexe. La fiscalité, elle est trop lourde. Le harcèlement continu, le harcèlement fiscal des entreprises tous les jours, ça fait fuir les investisseurs. Les tracasseries de toutes sortes. Le fonctionnement de la justice, nous n'avons pas de système de justice fonctionnel. Le coût élevé pour faire des affaires donc dans le pays. La corruption, elle est endémique. Le coût des services publics tels que l'eau et l'électricité. Le coût et le délai pour obtenir les permis de construire. Les difficultés de raccordement au réseau d'eau, l'approvisionnement en énergie, les difficultés de raccordement au réseau de fourniture d'eau, les difficultés de réalisation des garanties bancaires, la qualité même de l'éducation et la mentalité du Congo. Nous avons un grand travail à faire sur chacun de ces éléments. Il faudra, au-delà des discours et des slogans, une grande volonté politique pour concevoir et mettre en œuvre un plan d'action clair afin de relever ces défis et organiser le passage de l'économie informelle à une économie formelle où les entreprises qui seraient donc recensées pourraient payer des taxes. Ces taxes vont aller donc dans le trésor public et ces taxes vont devenir donc constituer en quelque sorte donc la base du budget donc national qui pourra être utilisé pour financer le développement. Nous serons très pragmatiques pour restructurer les entreprises publiques, les régies financières et tout le portefeuille de l'État. Nous allons réviser le code minier et réexaminer les contrats miniers en privilégiant d'abord
l'intérêt supérieur du peuple congolais et du pays. Nous allons encourager les Congolais de l'étranger, de la diaspora que vous êtes ici, qui souhaiteraient revenir au pays pour y investir ou bien s'installer. Qu'est-ce que nous allons faire dans ce domaine? Les mesures suivantes pourront être incluses, par exemple, dans notre programme, par exemple, une période de défiscalisation, des facilités d'accès au crédit bancaire pour les gens qui viennent de la diaspora, l'exonération donc des droits des douanes pour les importations des équipements productifs et des biens de première nécessité pour la réinstallation en République démocratique du Congo. Dans certains domaines de l'État, dans certains domaines de l'économie plutôt, l'État devra se retirer pour laisser la place au secteur privé. Mais le secteur privé, je parle du secteur privé national, organisé, soutenu, bénéficiant donc de l'encouragement de l'État. Le rôle de l'État est de fixer les règles du jeu, bien sûr, concernant l'activité des entreprises, et non de les gérer, d'accompagner les entreprises et non de les supporter. Mais je ne suis pas un libéral aveuglé par la doctrine, le dogmatisme et la théorie. Si le secteur privé national n'est pas prêt pour faire certains investissements prioritaires, l'État congolais jouera le rôle de catalyseur, soit en investissant directement comme cela s'est fait en Chine, soit en le faisant dans le cadre des partenariats privés-publics, ce qui est monnaie courante, ou ici en Amérique du Nord ou même en Europe occidentale. L'État ne peut pas donc juste croiser les bras et laisser le secteur privé donc faire ce qu'il veut. Je travaille actuellement au niveau de la Banque mondiale sur la Chine. J'apprends beaucoup et je trouve finalement que l'État a un grand rôle à jouer pour faire tourner l'économie. Donc on ne vous trompe pas pour dire simplement désengagez-vous, fermez donc les yeux, le secteur privé va régler tous les problèmes. L'État ne doit pas démissionner de ses responsabilités. Ceci m'amène au 5e pilier de notre stratégie de développement, favoriser la réalisation des grands travaux d'infrastructure. Il s'agira ici d'implémenter un programme pluriannuel de construction d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre comprenant les routes, les autoroutes, les ponts, les chemins de fer, les aéroports, les ports, les métro-rails, les écoles publiques, les hôpitaux publics, les marchés publics, les parcs nationaux, les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité ainsi que l'aménagement du fleuve et des rivières pour permettre donc le transport fluvial intérieur. Une priorité sera donc de rendre l'eau potable et l'électricité accessible à tous les Congolais et de relier tous les coins du pays par route, autoroute et chemin de fer, pendant que le transport en commun dans les grandes villes sera assuré par métro-rail et bus modernes. Et la construction donc, de ces infrastructures en utilisant donc la combinaison de la main-d'œuvre locale et mais également des encadreurs expérimentés quand cela donc est nécessaire pourra permettre donc de créer des conditions pour le développement donc, du secteur privé national, mais également pourra permettre la création donc, de milliers d'emplois pour les Congolais à l'intérieur du Congo. La politique des grands travaux d'infrastructure sera mise en œuvre en suivant un plan directeur général que nous avons élaboré, mais qui reste bien sûr donc à peaufiner avec les contributions de tout le monde. Je voudrais à ce titre partager donc avec vous une carte que nous avons élaborée du réseau routier. Je ne sais pas si voilà la carte de la RDC. Comme je vous ai dit que tout le pays a à peine 24 000 km de route asphaltée. C'est rien. Vous ne pouvez pas circuler partir donc du Bas-Congo à Kisangani aujourd'hui en voiture. C'est impossible. Ce que nous avons élaboré en rouge, c'est le réseau des autoroutes. Quand je parle donc des autoroutes, ce n'est pas donc les routes banana, c'est des routes comme celles que vous voyez ici. Je me suis inspiré du modèle que j'avais vu à Dallas. Et j'avais parlé avec l'entreprise qui avait fait les travaux de conception donc, de ce modèle donc, de Dallas. Et avec notre équipe qui est constituée donc, de Congolais, de nationaux, et qui est dirigée par Alexis Kabeya qui se trouve donc en Belgique, nous avons pu concevoir donc cette carte du réseau des autoroutes que nous allons construire dans le cadre donc, de ce plan Marshall pour permettre à tout Congolais de partir par exemple donc, de Boma jusqu'à Kisangani en voiture en 3-4 jours. Vous partez donc à grande vitesse comme vous partez donc aujourd'hui de Houston jusqu'à Californie. Vous pourrez partir aussi donc du bas du Katanga comme du côté de Sakania pour arriver jusqu'à la frontière avec la République centrafricaine, du côté donc des Ogo. En 2, 3, 4 jours, donc dans la mesure donc du possible, vous pouvez partir donc de Kinshasa jusqu'à Kindu-Maniema. Ça, ce que vous voyez là, donc, c'est des autoroutes modernes. C'est-à-dire des autoroutes où, en partant comme ça, il y a 3 lanes au moins. En revenant comme ça, il y a aussi 3 lanes au moins. J'ai vu qu'ici à Houston, en partant comme ça, il y a 6 lanes. En revenant comme ça, donc il y a 6 lanes
nous n'allons pas donc les concurrencer. Nous voudrions donc juste faire quelque chose d'ordinaire qui puisse permettre donc de faciliter donc la circulation à l'intérieur du pays, faciliter donc le déplacement donc, des personnes donc, et des biens. Donc en rouge, c'est les routes et les autoroutes modernes. En noir, ce que vous voyez, c'est le réseau ferroviaire. Nous allons construire le réseau ferroviaire, c'est-à-dire donc les chemins de fer. Nous devons être à mesure de partir du Bas-Congo jusqu'à Kisangani en train. Pour partir aussi donc du bas du Katanga jusqu'à la frontière avec la République centrafricaine en train. C'est faisable. Donc on a développé donc ce réseau. Nous avons même fait une estimation donc, du coût pour savoir combien ça va coûter. Nous avons demandé à cette entreprise qui nous a aidés à travailler donc, avec l'équipe d'Alessi Kapeya combien de temps ça prendrait pour arriver à construire cela. Ils nous ont dit 7 ans à 10 ans, c'est faisable. Si on a des ressources, c'est plus facile de construire donc, dans un pays où il n'y a pas de route, où on amène des tracteurs, on arrive donc à raser tout ce qu'il faut, on construit donc à partir de zéro, que venir donc dans un pays où il y a déjà donc des mauvaises routes qu'il faut donc détruire pour le faire donc à zéro. Donc ce plan est faisable. Donc voilà donc le réseau de développement non routier que nous avons donc. Ceci m'amène au 6e pilier de notre stratégie de développement. Favoriser et accélérer l'industrialisation du pays. Ce pilier permettra la transformation locale de nos minéraux, la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, la mise en valeur planifiée et ordonnée de nos forêts, mais également l'éclosion du secteur tertiaire, c'est-à-dire le tourisme. La RDC, comme vous le savez, c'est un pays aux ressources naturelles immenses. Sa superficie équivaut aux 2/3 de l'Union européenne ou environ à 4 fois l'État du Texas. Deuxième grand pays africain après l'Algérie et le plus grand pays d'Afrique subsaharienne en termes de superficie. La RDC est le pays le plus peuplé du continent aujourd'hui après qui? Le Nigeria, l'Égypte et l'Éthiopie. Sa situation géographique la met au cœur de l'Afrique et à distance égale vers l'Afrique du Sud au sud, mais également l'Algérie au nord du continent. La RDC est le seul pays en Afrique à partager des frontières avec 9 pays différents. Nous sommes les sous-continents. La RDC et ses 9 voisins ont une population combinée de 280 millions d'habitants, proche de la population américaine. La RDC a été à l'avant-garde des développements mondiaux depuis des siècles et les Congolais doivent prendre conscience de cela. Ce pays a fourni des pointes d'ivoire lorsque l'Europe jouait au piano et au billard. Notre pays a fourni du caoutchouc lorsque le pneu gonflable a été inventé par la compagnie américaine Dunlop. Il a fourni du cuivre pour fabriquer des obus qu'on a utilisés dans les 2 guerres mondiales. Notre pays a fourni l'uranium qui a beaucoup compté dans la décision américaine pour mener une offensive définitive au cours de la Seconde Guerre mondiale. C'est de la RDC que provient le coltan, qu'on utilise aujourd'hui pour fabriquer divers appareils électroniques tels que les smartphones et les iPads. La RDC est donc un pays stratégique dont les matières premières ont servi au développement industriel du monde occidental et qui a tous les ingrédients pour son propre développement et pour sa propre industrialisation. Le pays a une capacité de production de l'énergie hydroélectrique aujourd'hui de 100 000 MW s'il vous plaît, dont nous utilisons à peine 1700. Sur les 120 millions d'hectares de terres arables, seulement 5% sont utilisés. Le pays a un répertoire de plus de 1100 minéraux et métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 24 000 milliards de dollars, mais dont à peine une trentaine de minéraux sont exploités. Il détient des réserves de forêt qui s'étendent sur 135 millions d'hectares et sont les plus importantes donc dans le monde, après qui le Brésil seulement. Il a d'importantes réserves de pétrole dont les quantités et les niveaux ne sont pas connus de façon exhaustive, comme l'a démontré d'ailleurs tout récemment la découverte donc, des signes de pétrole dans le parc de Virunga. On a des animaux qui étaient là-bas, on avait donc des réserves naturelles, mais on ne savait pas que sous le sol, il y avait donc du pétrole. La RDC détient 53% des réserves d'eau d'Afrique, 15% des réserves d'eau du monde. Il a aujourd'hui une population de 80 millions d'habitants, dont 60% sont des jeunes de moins de 20 ans. Et cette population est projetée à 189 millions en 2050. Avec toutes ses ressources naturelles et humaines, la RDC a le potentiel de devenir l'un des pays les plus riches du continent africain. Et aujourd'hui, il a aussi le potentiel de devenir l'un des principaux vecteurs de sa croissance économique.
Mais la question que vous et moi, nous devons nous poser en tant que Congolais est la suivante. Comment s'assurer que les revenus tirés de l'exploitation des ressources naturelles favorisent un développement économique, social et humain profitant à tous les Congolais? Parce que jusqu'à présent, nos richesses ne nous servent à rien. Ça ne nous profite pas. Que faire? Pour répondre à cette interrogation, je propose une politique d'industrialisation accélérée de la RDC qui consisterait à développer une industrie locale à partir de ces minéraux et métaux précieux et aussi à partir de la mise en valeur planifiée de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et de la forêt. Nous ne devons pas nous contenter d'exporter des matières premières brutes seulement. Il nous faut créer de la valeur ajoutée et des emplois localement. En sélectionnant, par exemple, 100 de ces minéraux et métaux précieux, je vous ai dit que nous en avons 1100 différents. Mais en sélectionnant, par exemple, 100 simplement, et en les transformant localement en produits semi-finis et produits finis, à condition que chaque transformation crée de 5 à 10 emplois directs et indirects de nouveaux au minimum en RDC, notre pays créerait de 50 à 100 millions d'emplois nouveaux dans le pays en l'espace de 15 ans, ce qui permettrait d'atteindre le plein emploi. Vous me suivez? Nous pouvons tuer le chômage. On sélectionne simplement 100 minéraux et on les transforme en produits semi-finis et produits finis dans le pays, à condition que chaque transformation crée de 5 à 10 emplois nouveaux, directs et indirects donc dans le pays. Nous pouvons créer en l'espace de 15 ans entre 50 et 100 millions d'emplois. La population congolaise actuelle, la population active, n'arrive pas donc dans ça. Donc nous pouvons créer le plein emploi et attirer même des gens qui viendraient d'ailleurs pour travailler chez nous. La RDC pourrait assembler par exemple des véhicules roulant à l'hydrogène, au biocarburant ou utilisant l'énergie solaire. L'État, dans ces conditions, qui doit assumer ses responsabilités, achèterait l'expertise et investirait donc dans la recherche scientifique pour atteindre cet objectif en ayant de tels ans. Pour mettre en œuvre la politique d'industrialisation accélérée que je propose, je suggère la création d'une agence nationale pour la promotion de l'industrialisation ayant pour mission suivante: d'inventorier les produits manufacturés pouvant être fabriqués localement à partir des minéraux et métaux précieux et d'autres matières premières non congolaises, de sponsoriser la recherche scientifique sur les matières premières, d'organiser des études de faisabilité, de transformation et identifier donc les investisseurs potentiels. Ici, en ce qui concerne donc le centre de recherche technologique, je voudrais vous parler donc d'un exemple que j'ai vécu, que j'ai visité. Vous savez donc dans l'état de Caroline du Nord, ils ont ce qu'ils appellent le centre Research Triangle. Donc c'est un centre de recherche technologique. J'ai visité ce centre donc rapidement et j'ai trouvé que toutes les grandes entreprises telles que IBM, Apple Computer, Microsoft, toutes ces entreprises-là, il y a des entreprises, je n'ai jamais entendu me parler donc d'elles. Et vous trouvez que toutes ces entreprises ont des laboratoires de recherche là-bas. On mène des recherches sur chacun des produits imaginables donc, dans le monde. Par exemple, j'ai trouvé une entreprise qui fait des recherches sur ce qu'il faut faire avec le coltan. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à déterminer que le coltan peut être utilisé pour fabriquer les iPads et les iPhones. Mais nous qui avons ces matières premières, pourquoi on ne peut pas réfléchir? Pourquoi on ne peut pas acheter cette expertise-là? Faire venir qu'ils viennent faire donc ces recherches-là avec nous, avec nos gens, chez nous. Et nous allons aussi découvrir, moi je souhaiterais donc, je rêve de ce jour-là où on aurait par exemple un iPhone et iPad congolais, made in the Congo. C'est possible. Ça deviendrait un produit d'exportation pour nous. Ça nous rendrait fiers. Quand je rentre chez moi, vous savez quoi, en vacances, mes collègues me disent parfois, ramène-moi un cadeau de chez toi. Quand ils savent simplement que je fais même dire ça, ils me disent, ramène-moi des bacs de fiançailles, de mariage. Mais quand j'arrive là-bas, où est-ce que je vais trouver ça? Il n'y en a pas de bonne qualité qui puisse répondre donc. Nous avons à réfléchir pour pouvoir donc changer cet état de choses. Donc ce centre, cette agence d'industrialisation aura aussi à organiser, donc je dis, des études de faisabilité, de transformation et identifier des investisseurs potentiels. Le gouvernement faciliterait ici la création donc, des centres de recherche technologique pour promouvoir des recherches scientifiques de haut niveau dans des domaines divers qui seraient donc liés à nos matières premières pour appuyer donc la politique d'industrialisation que je suggère. Cette agence d'industrialisation aurait aussi pour mission d'organiser la création de ce que j'appelle des zones de développement industriel avec des facilités foncières et fiscales et développer des zones franches pour l'exportation. Et enfin, cette agence va négocier la délocalisation des entreprises de transformation
en vue de leur implantation en République démocratique du Congo. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui seraient très intéressées à pouvoir s'installer dans ce pays-là. Si nous avons la paix, la sécurité, un bon leadership, et on leur donne donc des avantages fiscaux, ils viendraient, ils quitteraient les États-Unis, ils quitteraient donc l'Asie, ils quitteraient donc l'Europe pour venir s'installer là-bas, là où il y a des matières premières, afin de pouvoir donc les avoir à moindre prix, mais également diminuer donc les coûts de production et exporter des produits qu'ils vont donc produire dans notre pays. La RDC pourrait ainsi devenir, comme la Chine, un centre important de production mondiale de certains produits semi-finis, mais également des produits finis. Je pense que les Congolais ne demandent pas mieux que ça, parce que la population congolaise, je la connais, j'en fais partie, elle est travailleuse. Jusqu'à ce jour, personne ne leur a donné du travail. Une telle évolution créerait le plein emploi en 15 ans et nécessiterait même l'importation de la main-d'œuvre étrangère pour combler le déficit en ressources humaines. La main-d'œuvre étrangère proviendrait d'où? Elle proviendrait des pays africains, elle proviendrait d'Europe, elle proviendrait d'Asie, elle proviendrait d'Amérique du Nord. Donc tout le monde gagnerait de la mise en œuvre de cette stratégie de développement que je propose. Un tel succès confirmerait la RDC dans son rôle de stabilisateur dans la région des Grands Lacs, mais également des moteurs de l'économie africaine. En mettant en œuvre notre stratégie d'industrialisation et des grands travaux d'infrastructure à haute intensité de main-d'œuvre, nous devons prendre des précautions pour protéger l'environnement en maîtrisant son impact sur le quotidien. L'environnement, c'est notre source de nourriture et d'eau potable. L'air que nous respirons est notre source d'oxygène. Le climat permet notre survie et la biodiversité, c'est des réservoirs potentiels de médicaments. Donc, préserver l'environnement est une question de survie. Tout projet de création d'industrie ou de construction d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre devra être précédé par une étude de l'impact environnemental. Ne pourront être approuvés et mis en œuvre que des projets dont l'impact sur l'environnement est maîtrisé et qui ne peuvent avoir des effets négatifs sur la santé de nos populations. La réussite d'une telle politique d'industrialisation accélérée que je propose passe par une plus grande intégration économique. C'est l'objectif donc du prochain pilier de cette stratégie de développement, promouvoir l'intégration régionale et la coopération internationale. Est-ce que vous me suivez? Je sais que je suis long, mais je souhaiterais m'assurer que tout le monde est avec moi parce que, vous savez, quand nous avons donc autant de problèmes dans notre pays, nous devons mettre beaucoup de temps pour les régler. C'est pour ça aussi que je prends beaucoup de temps pour les expliquer. Donc, septième pilier, promouvoir l'intégration régionale et la coopération internationale. Nous mettrons à profit le potentiel offert par l'intégration régionale pour diversifier l'économie nationale en capitalisant sur les avantages d'un grand marché intérieur. Nous sommes déjà un grand pays avec une grande population. Mais pour un pays semi-enclavé, comme la RDC, l'intégration régionale, c'est un instrument puissant pour accéder à des marchés beaucoup plus vastes, mais également pour accéder à de nouveaux produits. Je voudrais ici saluer la création de ce qu'on appelle la tripartite. C'est la zone de libre-échange qui s'étend d'Afrique du Sud au sud du continent, à l'Égypte au nord, et comprend 26 pays africains parmi lesquels se trouve la RDC. Ce traité de libre-échange tripartite est le résultat d'un regroupement de 3 régions économiques qui sont le marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est, qu'on appelle communément COMESA, la communauté d'Afrique de l'Est, qu'on appelle EAC, mais également la communauté de développement d'Afrique australe, qu'on appelle la SADC. Les 26 pays membres de la tripartite constituent un ensemble de 625 millions d'habitants, s'il vous plaît, et ont un PIB, produit intérieur brut global combiné, de 900 milliards d'euros, équivalent à peu près à 1800 milliards de dollars américains. Donc c'est un gros marché. Le traité de libre-échange prévoit la création des tarifs douaniers préférentiels et l'élimination des barrières non tarifaires, le protectionnisme de chaque État étant l'un des freins à la circulation des biens et des personnes à l'intérieur de la zone. Mais pour tirer profit de ce genre d'intégration économique, nous ne devons pas y aller simplement aveuglément. La RDC devra accélérer son industrialisation pour diversifier son économie afin de produire localement pour son marché intérieur d'abord, mais également pour exporter au sein de la zone. On ne peut pas simplement donc faire partie donc, de ces zones d'intégration économique si nous n'avons rien à offrir. Tout ce que nous avons à offrir, c'est des matières premières que nous ne pouvons même pas transformer donc, en produits finis. Vous vous rendez compte si on avait, je donne simplement un exemple, on prend donc le diamant, on produit aujourd'hui des bagues de fiançailles en quantité industrielle, mais de haute qualité, ça deviendrait un produit d'exportation congolais. On peut exporter non seulement donc en Afrique, mais également dans le monde. Tout le monde viendrait s'approvisionner chez nous. Vous me suivez? Et prenez chacun
à des produits congolais que nous avons. Chacun des métaux précieux que nous avons. On arrive donc à ajouter de la valeur localement. On créerait donc des millions d'emplois pour nos gens. Ceci m'amène au dernier pilier du plan Marshall. Mobiliser les ressources pour mettre en œuvre le plan Marshall que nous avons. Tout le monde me pose cette question. D'où viendraient des ressources humaines et financières pour mettre en œuvre un plan aussi ambitieux que celui-là? Je vous dis que nous allons mobiliser les Congolais de l'intérieur, mais également les Congolais de la diaspora que vous êtes, pour la mise en œuvre de cette vision de développement. Et il y a une forte appropriation nationale parce que c'est conçu par les Congolais. Nous ferons appel à l'expertise internationale, nous n'aurons pas honte pour cela, si et quand cela est nécessaire. Il s'agira ensuite de mobiliser des ressources financières intérieures pour que le pays soit moins tributaire de l'aide extérieure. Actuellement, près de 45 à 60% des ressources budgétaires proviennent de l'aide extérieure. Cette situation n'est pas du tout soutenable pour la RDC. Elle doit être changée si la RDC doit reprendre en main son processus de développement économique. Nous devons combattre à cet effet la corruption. Pour récupérer, vous rappelez, les 85% des revenus des ressources naturelles qui n'entrent pas dans les caisses de l'État, qui avaient été identifiés par le président Tambombe, qui est le panel des experts africains. Nous devons aussi récupérer les 10 à 15 milliards de dollars qui sont perdus chaque année, sous forme donc de fraude fiscale et de détournement des fonds publics, comme l'a relevé Luzo Lubambi, le conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption. En récupérant ces revenus perdus, le budget national congolais annuel s'élèverait pour commencer à 20 milliards de dollars en moyenne de la première année à la 4e année du plan et à 72 milliards de dollars lorsqu'on aura atteint le niveau maximum donc de réforme de la 5e année à la 15e année du plan. Il s'agira enfin de mobiliser des ressources financières extérieures provenant des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et aussi du secteur privé sous forme d'investissements directs des étrangers. Donc, le coût total pour la mise en œuvre de ce plan Marshall est de combien? 800 milliards de dollars sur 15 ans. 800 milliards de dollars, je répète. Les contributions des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux sont projetées à 45 milliards de dollars en moyenne sur 15 ans, ce qui revient à peu près à 3 milliards de dollars par an. Ça, c'est le niveau actuel d'ailleurs. Donc, j'ai pris les bailleurs de fonds, je me suis dit, on maintient le niveau d'assistance actuellement donc au Congo. Et les contributions qui viendraient du secteur privé sont évaluées à 75 milliards de dollars sur 15 ans, soit en moyenne 5 milliards de dollars en moyenne sur la période donc, de 15 ans. Pourquoi 5 milliards? Parce que, je me dis, nous allons faire donc des réformes importantes dans l'environnement des affaires. Nous allons créer un bon environnement des affaires pour attirer des investissements privés plutôt que de pouvoir les chasser comme ça se passe actuellement. Nous allons stabiliser le pays avec des institutions fortes. Si nous avons un bon leadership, il y aurait des milliers de gens qui viendraient chez nous à cause de matières premières pour investir donc dans notre pays. Donc, le niveau actuel des investissements directs étrangers, qui est de 3,5 milliards de dollars par an, je l'augmente juste un tout petit peu à 5 milliards. Et je sais que nous pouvons faire beaucoup mieux que ça. Mais suivez. Donc, ces apports extérieurs réduiraient la part de l'État dans le coût total de financement de 800 milliards de dollars à 680 milliards de dollars sur 15 ans, soit l'État congolais aurait à contribuer dans le coût total de financement du plan 45,3 milliards de dollars en moyenne sur la période, en comparaison par exemple au budget de l'Angola voisin qui s'élève à combien? 66 milliards de dollars. Donc, tabler sur un budget de 45 milliards de dollars en moyenne sur 15 ans, je pense que c'est raisonnable pour le pays avec toutes les ressources que nous avons. Pour mobiliser les ressources intérieures, nous devrons éradiquer la corruption dans le gouvernement, mais également dans la société, pas de remèdes appropriés. D'une part, il nous faudra appliquer scrupuleusement les lois du travail en vigueur en payant les fonctionnaires de l'État et du secteur privé correctement et régulièrement d'après un nouveau système de salaire minimum garanti que nous projetons à au moins 1 000 $ par mois. Salaire minimum garanti. C'est faisable. Il est inadmissible aujourd'hui que les Congolais, policiers, militaires, fonctionnaires de l'État et consorts avec des grandes familles soient payés 50 $ par mois. C'est minimum. Nous pouvons faire beaucoup mieux que ça. C'est totalement inhumain et tout à fait inacceptable. Parce qu'ils sont payés 50 $ par mois, vous savez ce qu'ils font? Ils prennent l'argent de l'État. Au lieu que l'argent puisse entrer dans les caisses de l'État, ils mettent ça dans leur poche. Ce que nous allons faire, c'est nous allons bien les payer et devenir responsables de vous. La seule fois que vous mettez, vous faites donc une erreur, qu'on vous attrape avec l'argent de l'État que vous avez mis dans la poche, vous êtes dehors. Me suivez? Donc,
d'un côté, on va pouvoir donner la carotte, mais de l'autre côté, avoir la discipline pour pouvoir nous chicoter quand c'est nécessaire. C'est pour ça que nous avons la chanson qu'on appelle film. C'est ça, non? Donc, pour combattre la corruption, d'autre part, nous allons créer aussi le Bureau national de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, avec pour mandat de rendre effective la politique de tolérance zéro dans le domaine de lutte contre la corruption. Ce bureau abritera ce que j'appelle le hotline, c'est-à-dire une ligne téléphonique pour dénonciation des cas de corruption, et va travailler étroitement avec la justice nationale et restructurée pour mener des enquêtes afin d'atteindre des objectifs escomptés. Un programme de moralisation de la société sera inclus dans les exigences professionnelles et étudiantines obligatoires pour justifier un avancement des carrières dans l'administration publique, mais également pour justifier une obtention des diplômes de fin d'études secondaires ou même universitaires. Vous devrez passer certains standards dans ce programme de moralisation de l'éducation civile. Mesdames et messieurs, je viens de terminer la présentation des différents piliers du plan Marshall, des 8 piliers dont nous avons parlé. Donc, en guise de conclusion, je viens de procéder au diagnostic de la situation de la RDC. J'ai identifié les grands travaux, les grands mots auxquels j'ai prescrit les grands remèdes pour remettre le pays sur la voie de développement inclusif, mais également durable. J'ai identifié les atouts naturels du pays et proposé une vision de développement bénéficiant d'une forte appropriation nationale et permettant de transformer les ressources naturelles en richesses pouvant bénéficier à la population congolaise tout entière. Ma vision de développement de la RDC est certes grandiose, ambitieuse, mais elle est nécessaire pour mobiliser la population, les énergies et les ressources pour le développement durable de notre pays. Citoyens de la RDC, nous devons promouvoir l'unité nationale et le nationalisme congolais. L'avenir heureux et la stabilité de la RDC résident incontestablement dans la sauvegarde de l'intégrité territoriale nationale, le respect de la Constitution et surtout dans la tenue d'élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels. Si nous éradiquons la corruption et mettons fin à l'impunité et à toutes sortes d'antivaleurs, l'État congolais aura des moyens suffisants pour se doter d'un budget annuel à la hauteur des ambitions de développement de notre pays. Mais la lutte contre la corruption doit être menée de façon sincère, sans calcul électoral, ni démagogie, par des gens au-dessus de tout soupçon. Elle doit viser tous les prédateurs et tous les corrompus, nationaux et étrangers, sans exception, et non seulement des adversaires politiques congolais. Nous devons restaurer l'intégrité et l'honneur dans la conduite des affaires de l'État et surtout au sommet même de l'État. On doit prêcher par l'exemple. Le pays doit évoluer de la gestion par la force des armes, la violence, la répression, la corruption, l'absentéisme du pouvoir, du leadership, la démagogie, la prédation des biens publics, les conflits d'intérêts, le vol des biens publics, la confusion et la procuration des pouvoirs. Nous devons évoluer de tout cela à la gouvernance par intelligence et surtout à la démocratie. S'il est de notoriété publique que la RDC c'est un géant au pied d'argile, il est tout aussi vrai que c'est en tenant compte des critères de bonne gouvernance, du respect de la démocratie et des lois et des droits de l'homme, ainsi que dans la lutte inlassable contre les antivaleurs sous toutes leurs formes, l'amour du travail bien fait, la discipline individuelle et collective, le respect des biens publics, la prise en main par des Congolais de leur destin, que va se construire un monde nouveau, fort et prospère. Dans une situation désespérée comme celle de la RDC, ce plan Marshall que je viens de vous proposer devrait susciter l'espoir. Que notre Congo, un Congo nouveau, meilleur qu'avant, est possible. L'espoir de tourner la page sur un passé humiliant pour tout un peuple et d'entreprendre des actions conduisant à redorer l'image de marque de notre pays. Ce plan devrait susciter l'espoir de s'engager à respecter la constitution de la RDC, seul gage d'une paix durable et de la stabilité à long terme. L'espoir de ramener la paix dans le pays et de vivre en bonne entente entre nous, Congolais d'abord, et aussi avec nos voisins. Ce plan devrait susciter l'espoir de s'engager à ne jamais trahir le Congo et à mettre fin aux rébellions et aux guerres répétitives destructives. L'espoir de respecter les droits de l'homme et la vie humaine, d'éliminer les inégalités sociales et surtout de protéger tous les Congolais sans exception.
l'espoir de reprendre le contrôle de notre pays et de redonner la dignité à notre peuple, qui est actuellement chosifié et clochardisé dans son propre pays. L'espoir de promouvoir dans le cœur de toutes les Congolaises et de tous les Congolais l'amour de notre pays et de nos compatriotes. Et aussi de promouvoir ce que j'appelle le nationalisme congolais authentique. L'espoir de doter la RDC d'un leadership politique propre, intègre, compétent, responsable, éduqué et visionnaire. L'espoir de mettre fin à un système kleptocratique et dictatorial dégradant et d'instaurer une vraie démocratie en dotant la RDC d'un pouvoir judiciaire indépendant et d'un état de droit fonctionnel qui assure surtout ses responsabilités vis-à-vis de tous les administrés. L'espoir de doter le pays d'une administration publique de qualité, une administration publique fonctionnelle et à la hauteur des ambitions de développement de la RDC. Ce plan Marshall devrait susciter l'espoir de mettre en place une force publique, c'est-à-dire armée et police, réellement nationale, républicaine, casernée, disciplinée, nourrie, régulièrement payée, bien équipée, adéquatement entraînée et prête à être déployée à tout moment pour maintenir la paix et la sécurité et surtout à défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. L'espoir de s'engager à bannir le favoritisme, le tribalisme rétrograde, le provincialisme et le régionalisme qui sont des antivaleurs d'une autre époque. Ce plan devrait susciter l'espoir de mettre fin aux violences inhumaines, aux massacres des innocents, aux arrestations arbitraires et de promouvoir les libertés individuelles, y compris la liberté d'expression et d'association, et de laisser surtout les Congolais s'épanouir dans leur propre pays. L'espoir de redémarrer une économie qui améliore le social et de transformer les ressources naturelles de notre pays en produits semi-finis et produits finis dans le pays, à travers un programme réfléchi d'industrialisation et de diversification structurelle. Ce plan Marshall devrait susciter l'espoir de faciliter à travers une politique cohérente de grands travaux ce que j'appelle l'intégration des différentes provinces du pays afin de créer un marché intérieur de biens et de services. L'espoir de lutter sans merci contre la corruption et la contrebande qui gangrènent le pays aujourd'hui et empêchent le décollage économique de notre pays. L'espoir de doter le pays d'un budget national annuel conséquent qui intègre toutes les ressources publiques du pays afin de pouvoir financer la mise en œuvre de cette grande vision de développement que j'appelle le plan Marshall de la RDC. Ce plan devrait susciter l'espoir de favoriser l'émergence d'une classe moyenne et de permettre à la population congolaise de vivre dans de meilleures conditions en assurant l'accès au logement décent, une couverture énergétique maximale et donc d'augmenter l'espérance de vie à la naissance de 50 ans aujourd'hui à environ 82 ans. L'espoir de faciliter l'exploitation des ressources naturelles du pays en toute transparence, tout en protégeant l'environnement et au profit de tous les Congolais. Ce plan devrait susciter l'espoir d'assurer à tous les travailleurs congolais dans les secteurs privés et publics au moins un salaire minimum garanti devant être payé régulièrement et automatiquement. Ce plan devrait susciter l'espoir de mobiliser tous les Congolais sans exception et sans discrimination, y compris ceux de l'intérieur et les Congolais de la diaspora, afin qu'ils participent aux efforts de développement de leur pays. L'espoir d'assurer une croissance économique inclusive qui profite non pas simplement à sa famille biologique et politique, mais à tous les Congolais et à toutes les Congolaises sans exception, et cela d'une manière durable. Ce plan devrait susciter l'espoir de rassembler à travers cette vision de développement toutes les forces vives du pays, quelles que soient leurs orientations politiques, pour des objectifs communs, qui sont le développement économique et social de la RDC et le bien-être du peuple congolais. L'espoir de planifier une alternance démocratique paisible, sans effusion de sang et sans vengeance, tout en assurant la sécurité de tout le monde, y compris nos compatriotes de la majorité présidentielle sortante, de l'opposition dans sa pluralité et de la société civile. L'espoir d'éviter qu'après chaque élection présidentielle, il y ait des Congolais qui soient forcés d'aller vivre en exil parce qu'ils craignent pour leur vie, et enfin l'espoir qu'après la pluie arrive le beau temps,
l'OTAN est arrivé et l'heure a sonné pour que la République démocratique du Congo redevienne un grand pays respecté en Afrique et dans le monde et dont nous devons tous être fiers. Nous pouvons tous imaginer un monde meilleur que nous souhaitons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. La reconstruction de la RDC sera l'œuvre pas d'une poignée de personnes, mais de tous ces 80 millions d'habitants qui constituent sa principale matière première pour le développement. La mise en œuvre de cette vision de développement permettrait d'atteindre, je vous l'ai dit, le plein emploi et d'augmenter le PIB par habitant, suivez-moi, de 394 $ aujourd'hui à 15 000 $ au moins en 15 ans. C'est faisable. Nous avons le pouvoir de faire de cette vision réalité. La RDC a besoin d'un changement profond qui ne viendra pas tout seul en recyclant aux commandes des affaires de l'État les mêmes personnes dont nous connaissons les recettes et surtout les résultats médiocres. Le véritable changement ne viendra pas en remplaçant Joseph Kabila par l'un ou l'autre de ses actuels ou anciens collaborateurs qui doivent assumer avec lui le bilan de leur gestion commune. Le véritable changement viendra avec un nouveau système de gouvernance animé par de nouveaux leaders ayant une autre vision du développement du pays. Et par nouveaux leaders, j'entends des personnes qui n'ont jamais participé aux assassinats, à la corruption, au pillage de richesses, au détournement des fonds publics, à la mauvaise gouvernance, à la violation et au sabotage de la Constitution et à la destruction de notre pays. J'affirme sans hésitation devant vous, mesdames et messieurs, que moi, Noël Djani Mariama, je n'ai jamais été corrompu. Je n'ai jamais participé aux assassinats et crimes contre notre peuple. Je n'ai jamais participé au pillage des richesses nationales, au détournement des fonds publics, à la mauvaise gouvernance de notre pays. Je n'ai jamais participé à la violation de la Constitution de notre pays. Je n'ai ni société ni compte bancaire offshore au Panama ou dans les autres paradis fiscaux. Je n'ai jamais pris des armes contre mon pays et je n'ai jamais trahi la République.